Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Tu n'es entré en contact avec personne aujourd'hui à part moi. Il faut que tu ne vois personne et que tu ne parles à personne. Si tu le faisais, ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça? Un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Le cataclysme pourrait être plus localisé et affecter uniquement notre galaxie. Oh, je suis presque rassuré. Aujourd'hui, on repart vers le futur. On va replonger dans le deuxième volet de cette saga culte, sortie en 1989. Un film qui ne devait jamais naître à la base. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu l'épisode précédent, qui est toujours disponible, le film numéro 1 commençait avec cette histoire. On avait un étudiant qui retourne 30 ans dans le passé à cause de son ami Doc Brown, le scientifique qui a mis 30 ans et tout son héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Il avait empêché sans le vouloir la rencontre de ses parents en 1955. Alors sa mission, c'était donc de réparer ce problème, d'éloigner le méchant du film, Biff Tannen, qui veut gérer bien sûr la mère de Marty par toutes les manières possibles. Tout en rentrant bien sûr aussi dans son époque avec la solution de secours qui est de se prendre la foudre. Alors il rentre chez lui, il découvre sa famille devenue riche et pleine d'assurance avant de tomber sur sa copine. Et c'est là que la blague arrive. Le film, il devait se terminer avec Doc qui arrive avec une tenue futuriste en leur disant qu'il faut repartir mais direction l'avenir. À aucun moment, les réalisateurs et les scénaristes ont voulu se dire tiens, on va se faire un deuxième film. À aucun moment. Pourtant, c'était juste un gag final. Mais le succès du premier film était tel qu'Universal a tout simplement insisté pour avoir une suite. Et c'est là que commence l'histoire incroyable de Retour vers le futur 2. Cette suite, pas vraiment anticipée, avait comme premier défi comment rendre cette blague cohérente. Parce que dans le premier film, Jennifer, elle monte dans la DeLorean avec Marty et Doc, et c'est ça qui devient un petit problème parce qu'ils savaient pas quoi en faire dans le scénario. Résultat, Jennifer est mise KO très vite dans le film pour ne pas compliquer l'intrigue. On est loin du film tel qu'on connaît vu la première piste. On allait bien dans le futur, mais ça se poursuivait avec Doc et Marty qui vont dans les années 60 en pleine guerre du Vietnam et avec des intrigues beaucoup plus sombre que l'on connaît avec les versions finales. Zemeckis, il voulait faire d'abord un voyage dans les années 60 avec Woodstock, les hippies et tout ce qui va avec. Finalement, ils ont décidé de faire un retour dans la même époque en novembre 1955. C'est ça, Doc, le 12 novembre 1955. Ça semble si incroyable que le vieux Biff ait choisi précisément cette date. Pas de panique, Doc et Marty sont bien présents. Ils seront là avec les mêmes acteurs, d'accord, mais on va quand même retrouver quelques modifications chez les autres. Mais avant ça, on retrouvera Michael J. Fox. Lui, il va jouer Marty, Marty Junior et la fille de Marty. Pour l'époque, on peut dire que les moyens étaient assez innovants. Lea Thompson, alias Lorraine, la mère de Marty, elle revient aussi. Mais Crispin Glover, qui jouait George McFly, le père de Marty, ne revient pas à cause d'un gros conflit entre Glover et la production. On avait un désaccord sur le salaire et sur le ton du film. Résultat, George, il est remplacé par un acteur grémé avec des images recyclées. Et Crispin Glover, il va attaquer Universal en justice et gagnera, c'est logique. Et c'est pour cette raison que dans le film, on a un moment où on voit le père de Marty, mais la tête à l'envers, avec plein de maquillage et tout ce qui va avec. C'est incarné George sans qu'il y ait George. Thomas Edgelson, lui, il revient bien évidemment en Biff et en Griff, le petit-fils futuriste. Et pour Claudia Wells, la fameuse Jennifer qu'on a vue au premier film, elle sera remplacée par Elizabeth Shue, qu'il y avait quelques raisons de deuil familial. Et c'est pour ça qu'on a dû reproduire la même scène, celle qu'on avait à la fin du premier film et qui sert de cliffhanger. Vous savez, dans un film ou dans une série, quand à la fin d'un épisode, on se retrouve avec le début du prochain. Hé, monte, qu'est-ce que tu attends? Ah non, Je viens d'arriver, Jennifer est là, alors on va faire un tour dans le 4x4. Tu n'as qu'à l'emmener, ça la concerne elle aussi. Pas si vite, mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? En ce qui concerne le tournage, c'était assez chaud avec le gros défi de filmer plusieurs versions du même acteur dans le même plan. Et les scènes du futur, elles sont filmées avec énormément d'effets spéciaux pratiques. On a des overboards avec des câbles effacés ensuite bien sûr, mais eux, ils auront tellement marqué que beaucoup ont cru qu'ils existaient réellement. On avait des voitures volantes en maquette, sans oublier le budget qu'il a fallu pour reconstruire à l'identique les scènes, les tenues et l'ambiance de 1955 du premier film, mais sous d'autres angles. Et heureusement que Lea Thompson, elle avait conservé sa robe devenue mythique. Chez vous, je sais pas quelle heure il est, mais je pense que là, c'est le moment d'aller visiter 2015.
Une fois arrivé en 2015 avec un monde rempli d'overboard, de voitures volantes, de vêtements auto-ajustables, de lunettes connectées et de pizzas déshydratées, Marty et Doc, ils se retrouvent à devoir sauver la vie de Marty McFly Jr., le fils de Marty donc, qui se fait mener en bateau dans des mauvais plans par Griff, le petit-fils de Biff. Malheureusement, le vieux Biff, il découvre qu'il y a dans son époque deux voyageurs du temps et donc c'est l'occasion parfaite de se rendre riche grâce à l'Almanach. C'est ce fameux bouquin qui représente 50 ans de résultats sportifs et c'est ce livre qui va être impitoyable avec les acteurs. Il fait le voyage pour se le donner à lui-même dans le passé. Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Football, baseball, course de chevaux, boxe. Les renseignements qu'il donne valent des millions de dollars. Et je te le donne. Marty et Doc récupèrent Jennifer et rentrent, mais pas dans la bonne époque, à cause du vieux Biff qui a tout changé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Et en mal pour nos deux personnages principaux. Biff est un homme tout-puissant, malfaisant, et marié à ta propre mère, et dans laquelle... Voilà ce qu'il advient de moi. Notre fameux Marty, il manque de se faire descendre, comme son père par la même personne, ni une ni deux, ils partent direction le passé, mais pas n'importe lequel. Plus précisément le 12 novembre 1955, le jour qui était crucial dans le premier film. Convecteur temporel sous tension. Si nous réussissons notre mission, ce 1985 de rechange sera immédiatement remplacé par le vrai 1985. Einstein et Jennifer seront englobés dans cette transformation. Ils seront en pleine forme et ils n'auront pas le moindre souvenir de cette horrible expérience. On y découvre toute la journée du jeune Biff, son échange avec son Louis du futur et Marty qui fait l'agent secret. Et vient le moment du bal quand ni Doc ni Marty ne doivent tomber face à face avec leur double. L'autre moi, c'est le docteur Emmett Brown de 1955. L'autre moi, celui qui aide l'autre toi à repartir en 1985. Tu te souviens bien de la foudre et de l'horloge? Oui. Ton départ ne doit avoir lieu que ce soir. Alors il faut que tu évites à tout prix de tomber nez à nez avec l'autre toi. Au risque de créer un fameux paradoxe. Il va arriver un moment, au bal, avec une course redoutable à l'Almanach entre Biff et Marty. Un coup c'est l'un qui l'a, un coup c'est l'autre, vice versa. Et ça n'arrête pas, jusqu'à ce que Marty, il tombe sur un faux Almanach. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Heureusement que le Doc est là avec ses DeLorean volantes et on assiste à une course-poursuite qui va rester vraiment iconique dans la saga. Il n'y a plus qu'à en finir avec l'Almanach et tout se remet dans l'ordre des choses. Ça aurait pu bien se finir le film, mais avec le temps qui est pas fait pour voler et le convecteur temporel activé involontairement précédemment, Doc il se prend la foudre et il disparaît. Marty, heureusement, il découvre que son pote, le scientifique, il est pas mort mais bien dans son époque préférée, le Far West. Étant coincé en 55, il va devoir demander de l'aide à un seul homme, le Doc de 1955. Au même moment, il est en train d'aider le Marty du premier film à rentrer chez lui. Et manque de bol, on tombe sur un nouveau cliffhanger de la poisse. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Doc. Et voilà, c'était pas l'histoire de n'importe quel film, de quoi enchaîner avec un Retour au futur 3 dès dimanche prochain. J'espère que vous serez là, c'est pour ça que c'est hyper important de s'abonner pour ne pas louper cet épisode. On active la cloche, ça fait plaisir. Ce qui fait aussi plaisir, c'est que vous puissiez liker, commenter, partager cette vidéo. Donc c'était Nico, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Dimanche prochain, le 21, on va se revoir pour le dernier film des Retours au futur. Alors, t'as intérêt d'être là si t'es pas une mauviette comme McFly qui se prend pour Clint Eastwood. Tu verras, je vais laisser ma place à mon ancêtre de 1885 qui s'est joué avec les armes et la loi. Surtout avec le ferrailleur qui lui doit 80 $ et sa copine qui irait bien pour lui rembourser ce que lui doit le maréchal Ferrand. D'ailleurs, je te conseille de pas m'appeler Molosse, je l'encaisse pas, t'entends? Un dernier truc, l'avorton. Abonne-toi si tu veux pas finir accroché au bout d'une corde à l'hôtel de ville. Et à la semaine prochaine, banane.